Bonjour, maître François d'Angléan. Je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Vous sortez du tribunal en ce 12 septembre. Que s'est-il passé précisément? Vous pouvez nous rappeler les faits et ce qui s'est passé aujourd'hui, s'il vous plaît. Alors, donc aujourd'hui, nous avons eu la décision concernant la procédure engagée par Madame Brigitte Trogneux, épouse Macron, et par son frère, Jean-Michel Trogneux. Ces deux personnes ont engagé une action en diffamation contre Natacha Ray et contre Delphine Gégous, Amandine Roy. Donc la décision a été prononcée aujourd'hui. J'avais déposé une question prioritaire de constitutionnalité, plutôt deux questions prioritaires de constitutionnalité qui ont été rejetées. De toute façon, les juges ne transmettent pratiquement jamais ces questions prioritaires de constitutionnalité parce que cela leur déplaît. Ils n'exercent pas leur fonction sur ce plan. Alors, il faut savoir que la question prioritaire de constitutionnalité consiste à contester la validité constitutionnelle d'une disposition législative. C'est-à-dire qu'on vient contester une loi, la validité d'une loi au regard des dispositions de la Constitution et pour l'essentiel au regard des dispositions de la Déclaration de 1789. Cette procédure est une vaste plaisanterie. Elle a été instaurée en France en 2010, si je me souviens bien, alors qu'aux États-Unis, une procédure de cette nature existe depuis 1804. Il faut voir que c'est quand même une différence absolument notable, énorme, et surtout alors que nous avons l'audace de nous prétendre le pays des droits de l'homme. On est tout au plus le pays de la Déclaration des droits de l'homme, mais quand il s'agit de les faire respecter dans nos juridictions, il n'y a plus personne. C'est toute la difficulté. Et la différence importante, c'est que aux États-Unis, depuis 1804, tous les juges, y compris le juge situé tout en bas de la hiérarchie des juridictions, eh bien, il peut juger qu'une disposition législative n'est pas conforme à la Constitution et l'écarter. Alors que nous, le juge ne peut pas faire ce travail, il peut simplement transmettre la question à la Cour de cassation, qui va encore faire une vérification et qui, le cas échéant, transmettra la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Bon, bref, c'est une plaisanterie. Et j'avais déposé également des nullités de procédure qui ont toutes été rejetées. Alors, parce que dans une action en diffamation, il est possible, lorsque l'on reçoit la citation à comparaître devant la juridiction, il est possible de faire une offre de preuve. Mais on ne peut faire une offre de preuve que si et seulement si le discours, objet de l'action en diffamation, est particulièrement délimité. L'action en diffamation vise à faire juger que la personne accusée accuse une personne d'avoir commis un fait précis susceptible d'une offre de preuve. Donc là, ce n'était pas le cas. Et sur les 18 passages qui étaient poursuivis au titre de l'action en diffamation, peut-être tout au plus un ou deux à la marge auraient été susceptibles de l'action en diffamation. Les autres n'entraient pas du tout dans le champ d'application de l'infraction de diffamation. Bref, nous allons faire appel parce que Natacha Ray estime qu'elle n'a pas bénéficié d'un procès équitable, et puis ce n'est pas la première fois, puisqu'elle a déjà été jugée au mois de juin 2023 par la Cour d'appel de Caen, qui l'a déclarée coupable de diffamation
à la demande de personnes qui étaient des ex-membres de la famille de Brigitte Trogneux. Et dans cette affaire, donc, Natacha Ray a déjà été victime d'une escroquerie par jugement parce qu'elle a été déclarée coupable sur 7 passages qu'elle n'a jamais prononcés. Alors, d'où viennent ces 7 passages, ces 7 discours? Eh bien, ce sont des discours qui ont été fabriqués sous la forme de notes de synthèse par les parties civiles, c'est-à-dire par les gens de l'ex-famille de Brigitte Macron. Voilà. En gros, Natacha Ray s'est exprimée dans une vidéo. Une partie de la vidéo a été transcrite au travers d'un constat d'huissier et les prétendues parties civiles, les époux Osière, ont transcrit donc dans la citation à comparaître, c'est-à-dire l'acte introductif d'instance, une partie des discours réellement prononcés par Natacha Ray, mais les discours précis qui font à chaque fois 4 ou 5 lignes pour lesquelles elle a été poursuivie et déclarée coupable ne se retrouvent pas dans les discours qu'elle a réellement prononcés sur Internet. Il faut comprendre que ce sont les parties civiles, les époux Osière, les amis de Madame ex-belle-famille de Brigitte Trogneux. Ces gens-là, au moment de la rédaction de la citation à comparaître, ils ont fabriqué 7 notes de synthèse, en gros, dans le goût de Natacha Ray. Et bien sûr, ces 7 notes de synthèse, qui font à chaque fois 4 ou 5 lignes, n'ont jamais été rendues publiques, ni par eux, et encore moins par Natacha Ray. Donc elle est victime d'une escroquerie par jugement. Natacha Ray a formé un pourvoi en cassation, et on s'aperçoit que la Cour de cassation a déposé un rapport préliminaire qui a été rédigé par une juge qui s'appelle Florence Merloz. Je pense que c'est une Savoyarde, peut-être qu'elle est amie ou proche de Michel Barnier, on n'en sait rien. À tout le moins, cette Florence Merloz, dans son rapport, estime qu'il faut jeter à la poubelle le pourvoi en cassation de Natacha Ray, alors que ce pourvoi en cassation doit automatiquement entraîner une cassation sans renvoi. Bon, bref, si c'est le cas, Natacha Ray a décidé d'engager une surcitation directe devant le tribunal correctionnel de Paris, puisque la Cour de cassation est à Paris, une action pour escroquerie au jugement en bande organisée et de poursuivre donc les ex-membres de la famille de Madame Brigitte Trogneux, c'est-à-dire les époux Osière, et puis leur avocat, complice, et puis les 3 juges qui ont siégé à la Cour d'appel de Caen et le procureur général de la Cour d'appel de Caen. Et on attend la décision de la Cour de cassation, mais si c'est le cas, si les 3 juges de la Cour de cassation refusent de casser sans renvoi la décision de la Cour d'appel de Caen, eh bien, Madame Natacha Ray a décidé aussi de les poursuivre devant le tribunal correctionnel de Paris pour complicité d'escroquerie au jugement en bande organisée. Voilà, c'est une justice qui a perdu le nord en quelque sorte. On n'a plus du tout l'impression que les juges exercent leur fonction, leur mission, c'est-à-dire d'appliquer objectivement les lois. Donc la justice est dysfonctionnelle et elle n'est pas indépendante en France. Alors, c'est intéressant cette observation parce que est-ce que les juges peuvent être... C'est tout un discours qui a été porté sur la place publique sur le thème « Les juges sont-ils indépendants ?» Mais il faut bien analyser les différents plans d'analyse, à savoir que les juges ne sont pas indépendants. Ils ne sont jamais indépendants, puisque leur travail consiste à appliquer les lois et les réglementations et les traités internationaux, lois votées par le Parlement,
décrets réglementaires édictés par le gouvernement et puis les traités internationaux signés dans le cadre international. Donc le juge n'est jamais indépendant, le juge ne peut pas être un autonomiste, puisque son travail consiste à appliquer les lois, c'est-à-dire à appliquer des textes qui ont été votés par d'autres, par le pouvoir réglementaire. Alors cette discussion sur l'indépendance des juges est biaisée, en ce sens que cette discussion tourne autour de l'idée que le juge doit être indépendant du pouvoir exécutif, mais des différentes coteries, des différentes organisations qui se constituent de façon légale ou anonyme. Effectivement, le juge en principe, le juge ne peut pas être sous l'emprise du pouvoir exécutif, ne doit pas être sous l'emprise de tel ou tel lobby, de telle organisation syndicale ou autre, puisque son travail, c'est d'appliquer les lois votées au Parlement pour l'essentiel, et surtout en matière pénale, puisqu'ici nous sommes en matière pénale. Alors, peut-être une observation complémentaire. Ce procès posait un véritable problème constitutionnel qui tient dans la situation suivante. Natacha Ray, Amandine Roy ont été jugées par 3 juges, une formation collégiale de 3 juges, et ces 3 juges siègent au tribunal de Paris parce qu'ils ont été désignés pour siéger dans cette juridiction par le mari de Madame Brigitte Trogneux, épouse Macron, c'est-à-dire par Emmanuel Macron lui-même, le président de la République. C'est une situation inédite, extravagante, je dirais même presque baroque, une situation qui ne peut jamais exister dans un État de droit, qui ne peut jamais exister au Royaume-Uni ou aux États-Unis, par exemple. Tout le monde crierait au scandale. Et il y a plus grave que cela, qui tient dans le fait que le procureur de la République qui siégeait à l'audience a lui aussi été désigné pour siéger au tribunal de Paris par le mari de Madame Brigitte Trogneux, c'est-à-dire par Emmanuel Macron. Et il y a encore plus extravagant, qui tient dans le fait que le ministre de la Justice, le ministre de la Justice lui-même, Monsieur Dupond-Moretti, a été désigné pour exercer la fonction de ministre de la Justice par le mari de Madame Brigitte Trogneux, épouse Macron, et surtout, il a été choisi à ce poste, c'est dans la presse. Il y a sur Internet, dans les médias ordinaires du pouvoir, 5, 6, 7 articles qui expliquent que Éric Dupond-Moretti a été désigné et choisi pour exercer la fonction de ministre de la Justice par Madame Brigitte Trogneux, épouse Macron. Donc c'est une situation, j'allais dire presque une justice congénitale, une situation extravagante, et d'autant plus que le ministre de la Justice est autorité de poursuite pour les juges qui ont siégé à la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Il est aussi autorité de poursuite pour le procureur qui a siégé au tribunal correctionnel de Paris dans cette affaire. Donc on est dans une situation absolument invraisemblable. Donc, pour éviter toute suspicion, pour éviter toute difficulté, j'avais proposé 2 solutions. Soit que le tribunal ordonne un sursis à statuer pour attendre que l'actuel résident de l'Élysée, M. Macron, quitte ses fonctions, ce qui, semble-t-il, saurait ne pas tarder, compte tenu de la situation actuelle, et puis attendre 1 an ou 2, que de nouveaux juges soient désignés par le prochain président de la République, pour éviter d'avoir à être jugés par des gens qui auront été désignés par, en gros, vous avez compris, le mari de la coiffeuse. Si je peux utiliser cette expression, ça, le premier président de la Cour
d'appel de Paris a refusé d'adopter cette possibilité. Et j'avais proposé une deuxième solution qui tient dans le fait que lorsque on ne réussit pas à composer une formation de jugement dans une juridiction, des avocats, à titre exceptionnel, peuvent siéger dans une formation de jugement. Donc, j'avais expliqué gentiment la chose suivante. Bon, on pourra être jugé par la présidente du tribunal correctionnel, qui a été désignée par M. Macron, qui est donc le mari de Mme Brigitte Trogneux. Et puis, pour que la situation soit équitable, pour qu'on puisse avoir confiance dans cette juridiction, il serait bon que les deux assesseurs s'écartent, rentrent chez eux, et que chacune des prévenues, Natacha Ray, Amandine Roy, puissent chacune désigner un avocat qui siégera ès-qualité de juge assesseur. Comme ça, on avait trois personnes qui auraient composé cette juridiction, une personne désignée par le mari de Mme Brigitte Macron et son beau-frère Jean-Michel Trogneux, s'il existe, et puis chacun des deux autres assesseurs, l'un désigné par Natacha Ray et l'autre désigné par Amandine Roy. Cette solution, bien évidemment, a été rejetée parce qu'on avait l'intention et la volonté et que l'on avait reçu instruction de les déclarer coupables en violation de la loi sur la presse. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Je pense que Natacha Ray et Amandine Roy vont certainement réfléchir à la possibilité d'engager sur citation directe une procédure pour escroquerie au jugement en bande organisée, puisque on s'aperçoit à tout le moins, en ce qui concerne les discours qui ont été objet de la prévention, c'est-à-dire objet des poursuites pour Amandine Roy, aucun de ces discours n'entrait dans la prévention de la loi sur la presse. Et en ce qui concerne Natacha Ray, c'est à peu près la même chose. La même configuration sur 18 discours objets de la prévention, c'est-à-dire 18 discours qui étaient poursuivis, seuls peut-être un ou deux discours pouvaient, à la marge, entrer dans la prévention de la loi de l'infraction de diffamation, les autres non. Donc, il faudrait qu'on puisse, je pense qu'elles vont réfléchir à la possibilité de contre-attaquer sans attendre, outre le fait de faire appel, d'engager une action pénale pour escroquerie au jugement en bande organisée. Voilà. Vous-même, à titre privé, vous subissez les conséquences, semble-t-il, de certains dysfonctionnements de la justice concernant votre petit garçon. Est-ce qu'on peut en parler? On peut en parler, effectivement, puisque j'ai un petit garçon qui a 3 ans. Quand il a eu 7 ans, il a été placé abusivement dans une famille d'accueil. Il est revenu à la maison vers l'âge de 14 mois environ. Et il avait été placé à la maison pendant 6 mois. C'est-à-dire qu'il était à notre domicile sans aucune difficulté, on s'en occupait. La raison initiale du placement, c'est une sorte de dépression sévère postpartum de sa mère. Et ensuite, il est revenu à la maison. Et 1 mois après que j'ai commencé à travailler sur le dossier de Natacha Ray, eh bien, je ne fais pas la relation automatiquement de cause à effet, c'est peut-être un hasard, mais 1 mois après, la mère de mon enfant est retombée dans une difficulté. Elle est allée voir ces gens de l'aide sociale à l'enfance dans mon dos avec mon petit garçon pour demander qu'il soit replacé en famille d'accueil. Alors que cet enfant était protégé par une décision de justice, il avait été assigné à résidence à mon domicile jusqu'au 30 ou 31 mai 2023. Et cette situation s'est passée le 5 avril 2023. Un éducateur véreux, une crevure d'éducateur, s'est emparé de mon fils et l'a fait replacer dans une famille d'accueil sans aucune décision de justice. Et ce jour-là, le 5 avril 2023, cet individu m'a tenu le discours suivant: fermez votre bouche en qualité d'avocat, sinon vous ne reverrez pas votre enfant
avant l'âge de 18 ans. Voilà où nous en sommes dans ce prétendu pays des droits de l'homme. La France, une justice de francard républicain, une justice d'opérette, une justice dans laquelle on s'en prend aux enfants des avocats pour essayer de les faire taire. Alors, depuis le 5 avril, je n'ai plus eu de droit d'hébergement sur mon fils. C'est de la responsabilité de plusieurs juges des enfants, et notamment de la juge des enfants Gabrielle Fauconnier, qui siège au tribunal pour enfants de Paris, et ensuite sous la responsabilité d'une juge des enfants qui siège au tribunal pour enfants de Créteil, qui s'appelle Aurélie Baudon, et ensuite sous la responsabilité d'une juge des enfants du tribunal pour enfants de Nanterre, qui s'appelle Christine Blanc. Alors, je ne pouvais voir mon fils depuis le 5 avril 2023 qu'1 heure par semaine en visite médiatisée, et surveillé par tous ces gens de l'aide sociale à l'enfance qui avaient organisé la soustraction d'enfants de mon fils, à l'époque âgé de 23-24 mois, pour le faire replacer en famille d'accueil. Alors depuis le 10 juin 2024, j'ai une décision du juge aux affaires familiales qui m'autorise à rencontrer mon fils dans un point de rencontre, 3 fois 1h30 par mois. Ce point de rencontre s'appelle l'APCE 92, qui est dirigé par un dénommé Yacine Benachour. Et donc, le 17 juin, je lui adresse un message internet pour lui dire « Monsieur, merci de bien vouloir organiser les visites médiatisées ». Il avait reçu la mère de mon enfant et mon enfant le 5 juin 2024. Et le jour même, cet individu me dit « On verra ça dans 7, 6, 7 ou 8 mois. » Voilà. Monsieur, je suis le calife, Yacine Benachour, je suis le calife. Et je vais empêcher votre fils de vous rencontrer pendant 7 ou 8 mois, et après on verra. Quel est l'argument avancé pour ne pas vous confier la garde à vous, le papa? Alors, la décision du juge des enfants, du juge aux affaires familiales de Nanterre, ne comporte aucune motivation. Absolument aucune motivation. C'est l'arbitraire. On n'a pas d'explication à fournir parce que on peut le droit d'hébergement est de plein droit en quelque sorte, aussi bien au titre des dispositions du Code civil que de la Convention internationale de protection des droits des enfants. Alors le juge peut empêcher l'un des parents d'exercer un droit d'hébergement sur son enfant que sous une motivation spéciale, qui va être tiré du fait que le père ou la mère a un problème d'alcool, je sais pas de problème d'alcool, problème de toxicomanie, problème de tabagisme excessif, c'est le parent qui dort dans sa voiture, c'est pas le cas, c'est le parent qui est violent sur le plan physique, sur le plan sexuel, c'est pas le cas. Donc il n'existe aucune motivation. Et la décision a été prise par la juge Cécile Baudot, la chef des juges aux affaires familiales du tribunal de Nanterre. J'ai fait appel et le président de la cour d'appel a déclaré nul et non avenu mon appel. Bref, nous sommes dans un véritable safari juridictionnel. Il n'y a plus de justice en France. C'est à la tête du client. Alors pour les gens ordinaires, c'est rien du tout. Et puis pour les gens qui font partie de ce qu'on appelle les francards républicains, eux, ils peuvent commettre des délits, des infractions, des crimes, ils seront toujours protégés, il ne leur arrivera rien. Bref, pour résumer la situation, je vais vous présenter une observation de nature historique. Sous l'Ancien Régime, toutes les personnes qui étaient proches des personnes qui exerçaient des fonctions administratives bénéficiaient d'une immunité pénale. Si le chambellan de l'équivalent du préfet sous l'Ancien Régime commet une infraction, il est jeté dans la prison du Parlement. Tout de suite, l'équivalent du préfet, à l'époque l'intendant,
en réfère au roi qui va examiner la situation au sein de son conseil du roi, qui va ordonner la remise en liberté du chambellan, du préfet, de l'intendant, parce que ces gens-là n'ont pas à s'occuper de la justice pénale concernant les personnes qui exercent des fonctions administratives. Alors, à la Révolution, on a tenté de remédier à cette solution, mais ça n'a pas été remédié correctement. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque Bonaparte, ce personnage que tant de gens vantent ou nous citent en exemple, prend le pouvoir, 1799, il va rédiger une constitution, la constitution de l'an 8. Et dans cette constitution comporte un article 75 qui pose le principe suivant. Pour juger une personne exerçant des fonctions administratives à raison des crimes et des délits commis dans leur vie privée ou dans leur vie professionnelle, c'est-à-dire dans l'exercice d'une fonction administrative, il faut préalablement l'autorisation du Conseil d'État. Et bien évidemment, le Conseil d'État n'a jamais donné l'autorisation de poursuivre un agent public à raison des crimes qu'il aurait commis dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle, en estimant que le fait d'avoir révoqué une personne travaillant dans l'administration constituait une sanction suffisante. Alors, en 1867, ces constitutions de Bonaparte ont été abrogées en 1815, mais pour autant, jusqu'en 1870, le système judiciaire français a continué de tourner et de fonctionner sur ce principe, à savoir que lorsqu'une personne de l'administration commet des crimes ou des délits, il faut l'autorisation du Conseil d'État pour le poursuivre devant une juridiction pénale, et à tel point qu'en 1870, un décret de la Défense nationale a rappelé que cet article 75 de la Constitution de l'an 8 a été abrogé en 1815 et que dorénavant, il n'est plus nécessaire d'avoir l'autorisation du Conseil d'État pour poursuivre une personne qui travaille dans une administration à raison des crimes ou des délits que cette personne aura commis dans sa vie privée ou dans sa vie professionnelle. Eh bien, j'estime qu'aujourd'hui, les procureurs ont remis clandestinement en vigueur cette disposition, c'est-à-dire l'article 75 de la Constitution de l'an 8, que vous pouvez trouver sur Internet. Vous tapez Constitution de l'an 8, article 75, et vous verrez ce qui est écrit. Les gens de l'administration bénéficient d'une immunité pénale. Ils peuvent faire tout et n'importe quoi. C'était une disposition qui avait été mise en place pour s'attirer la fidélité des gens qui travaillent dans l'administration. Bon, tout ceci commence à bien faire. C'est ce qui caractérise le système républicain, voilà, auquel il va falloir mettre un terme. En tant que papa, évidemment, vous irez jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout, aussi bien pour mon enfant que pour les procédures. Pas question que je me taise sur les injonctions de ces francards républicains. Mon fils n'est pas le seul à être victime de cette situation. Je crois qu'il y a environ, au moins probablement en France, 100 à 120 000 enfants qui y ont été, arrachés, qui ont été déportés en dehors de leur domicile familial sans aucune raison valable. Tout ceci pour faire du fric, pour faire rentrer de l'argent des fonds publics dans les départements, parce que les départements français sont ruinés aujourd'hui. Voilà, donc il faut faire placer dans chaque département le maximum d'enfants pour pouvoir faire rentrer de l'argent dans la caisse. Un placement d'enfants, c'est minimum 6 000, 6 500, 7 000, 8 000 euros par mois. Quel parent consacre un budget de cette nature, 6 500, 7 000, 7 500, 8 000, pour s'occuper, gérer la vie d'un enfant, d'un seul enfant? Ça n'existe pas. Voilà. Où passe l'argent? C'est la grande difficulté. Merci beaucoup, maître. Très bien. Merci. Merci, à bientôt. À bientôt.